Bonjour à tous. Aujourd'hui dans Valeurs relatives, je reçois Valentin Mufila du groupe Zanza Manu. Valentin Mufila est à la fois musicien, compositeur, interprète, chanteur, guitariste et bien plus encore. Il est originaire du Congo-Kinshasa et vit actuellement en Italie. C'est un artiste généreux qui donne énormément de son temps pour aider les associations dans lesquelles il est très investi, notamment dans des projets sociaux culturels de sa ville. Cet artiste solaire a bien voulu nous parler de ses différents engagements et par la même occasion partager avec nous son univers artistique composé d'un répertoire musical d'une grande variété, mais aussi du dernier album du groupe sorti en 2023, intitulé Il faut vivre. Bonjour Valentin. Bonjour, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Alors merci beaucoup déjà d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je disais qu'à vous seul, vous portiez déjà plusieurs casquettes. Est-ce que je pourrais rajouter celle de multi-instrumentaliste? Waouh! Multi-instrumentaliste, je dirais oui. Parce que déjà, le premier instrument pour moi, c'est la voix. Parce que quand quelqu'un a sa voix, c'est d'abord ça son premier instrument avec lequel il naît. Mais après, c'est vrai que l'amour pour la guitare, qui est venu très tôt, parce que j'ai un grand frère qui joue de la guitare. Et après, j'ai découvert le likembe, qu'on appelle aussi sanza. Justement, c'est un lien avec Sanza Mamou. Hein. C'est très lié. Et j'aime bien de temps en temps, pour me rappeler, mon grand-père utiliser ce petit instrument qu'on appelle le piano à pouce africain, que nos grands-pères jouaient dans les villages avant que les enfants ne dorment, ou bien avant de faire un voyage, ou pendant le voyage, parce que vous pouvez marcher et vous pouvez jouer. Ça fait que oui, c'est quand même des instruments que j'aime bien. Et puis les percussions aussi, dernièrement, j'ai trouvé un amour pour les percussions. Votre instrument fétiche reste tout de même la guitare. La voix. La voix. La voix. Sans la voix, je n'existe pas. Je crois que la première chose que je fais quand je me réveille tous les jours, c'est d'abord chanter. Si je chante pas, c'est-à-dire que cette journée-là n'est pas bonne pour moi. Même si j'ai la voix cassée, je dois d'abord chanter. C'est comme ça. Mais d'où vous vient justement cette voix? Bon, c'est assez particulier parce que je pourrais partir de ma naissance. À l'époque de nos ancêtres ou de nos grands-parents, on disait que la naissance d'un enfant déterminait très souvent sa vie future. Voilà pourquoi même le nom qui était donné n'était pas donné au hasard. Ça partait d'un événement qui avait un lien avec la naissance de cet enfant. Et moi, je suis né avec le cordon ombilical autour du cou. Et souvent, des enfants comme ça, à l'époque de l'Empire Congo ou du Royaume Congo, on les appelait souvent Nzinga ou Mujinga pour dire ceux qui unissent. Je crois que ça aurait été vraiment le nom approprié que mes parents auraient dû me donner. Mais je pourrais dire, c'est à travers la musique donc que j'unis les gens. Donc je considère que cette voix-là, la source ou le créateur ou Dieu, comme vous voulez, me l'a donnée pour justement unir les gens, comme ce cordon ombilical qui a uni ma gorge au monde qui m'a accueilli. Voilà. Et la guitare est venue à quel âge alors? À quel moment? La guitare est venue très tard, pour dire la vérité, parce que c'était assez particulier. Je composais déjà sans jouer un instrument. Et c'est ça qui est fantastique avec l'art, oui. Beaucoup de gens pensent que pour composer ou devenir musicien, il faut forcément avoir fait des études d'art. C'est pas comme ça. C'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Je suis désolé de le dire, mais
Cette notion d'une musique académique vient très souvent du monde occidental. Ça n'a rien de mauvais. Mais vous n'allez pas demander à un pygmée, même si je n'aime pas les appeler comme ça, chez nous on les appelle les Batois, hein, et d'autres les appellent les Baka au niveau de la Centrafrique ou bien du Gabon, de vous dire, ah, la chanson que j'ai faite, c'est un exemple, hein, en do mineur ou en do majeur. Ils n'en ont rien à foutre. Ils chantent ce qu'ils sentent. Ils chantent ce qu'ils sont. Et c'est ce qui est fantastique avec l'art. Donc moi, je composais déjà sans avoir appris la guitare. La guitare va arriver à 19-20 ans. Et chose bizarre, ma première chanson que j'ai jouée à la guitare, parce que ça a été un chemin du calvaire, j'avais mal aux doigts, je crois que tous les guitaristes qui suivront cette émission pourront vous le confirmer. Je me disais, mais oui, j'aime la guitare, mais comment ils font à jouer un instrument pareil? Ça fait mal aux doigts, j'y arrive pas. J'avais même abandonné un moment. Mais étant un fan de Ismaëlo, le grand Ismaëlo, le chanteur sénégalais, il y avait sa chanson Tadiobone qui m'a toujours fait frissonner. Et c'est la première chanson que j'ai jouée à la guitare. Voilà. Il semblerait que vous seriez également conteur, Oui. Valentin. Oui. Vrai ou faux? C'est vrai. Et ça vient d'où? Ça vient, selon moi, du fait que mon défunt parrain, qui était un prêtre catholique, assez particulier, aimait m'emmener dans des fêtes tribales, des fêtes là où il y avait de la musique dite folklorique, même si je n'aime pas aussi cette appellation parce que c'est trop péjoratif selon moi. Et je voyais donc ces gens qui jouaient avec ces percussions, qui mangeaient le feu, qui le ressortaient, qui faisaient des chorégraphies fantastiques. Et chez moi, au Kasaï ou au Congo, des fois on les appelle les Kassala, ceux qu'en Afrique de l'Ouest, on appelle les Djeli, les conteurs. Et ça m'a toujours intéressé. Cette manière d'arriver à raconter les histoires, à ramener même les familles et leurs, comment je pourrais dire, leurs épopées, qu'elles soient vraies ou fausses, hein. Mais c'est un art d'arriver à transmettre. Et alors ça m'a toujours marqué. Mais je ne pouvais pas m'imaginer que le fait de conter allait me rattraper parce que j'ai vraiment commencé à reprendre, à conter les histoires il n'y a pas très longtemps, hein. Je peux dire ça fait peut-être 10 ans. Et pourtant, j'ai baigné vraiment, vraiment dedans. Voilà. Je disais aussi que vous viviez en Italie, Oui. à Varèse plus précisément. Parlez-nous un peu de votre ville d'adoption. Alors, Varèse est une petite ville mais mignonne. Ça, je dois l'avouer. À l'époque, on dit que c'était la périphérie des personnes riches de Milan qui, pour ne pas rester à Milan, préféraient aller sur Varèse. Et au niveau du climat, c'est intéressant parce qu'il y a des lacs, il y a notamment un lieu très touristique qu'ils appellent Sacro Monte, qui est la réplique des 12 stations que l'Église catholique appelle les stations de la Passion du Christ, qu'un comte italien vers les années 1600 a décidé de reproduire là-bas. Donc il y a beaucoup de tourisme, les gens viennent, c'est sur les Alpes, hein, mais c'est très intéressant de voir comment ils ont taillé dans la roche et ils ont construit ces églises-là. Donc, à part ça, c'est une ville aussi très connue pour son industrialisation, parce que ce sont des villes industrielles. Et moi, j'ai eu la chance, en arrivant, de rencontrer des bonnes personnes. Je ne peux pas dire que les mauvaises personnes, et il n'y en a que, hein, parce qu'on aime souvent insister sur les mauvaises choses. Non, non, j'ai rencontré aussi des très bonnes personnes qui sont devenues des amis et avec lesquelles, en 2012, je vais monter mon premier groupe, Mapendo Africa Sound, qui, oui, même si ce ne sont pas des musiciens professionnels, si on peut dire, parce qu'ils font autre chose dans la vie, mais ce fait de m'avoir accompagné, de m'avoir adopté. Et pour l'anecdote, ça a commencé comment? J'arrive en Italie en 2010.
pour retrouver ma chère mère. Et mon défunt beau-frère, qui était congolais, dit à ses amis italiens, j'ai mon beauf qui arrive du Congo, il est musicien. Alors ils disent, ah, il est musicien, mais il y aura une soirée de charité. Et on aimerait bien qu'il puisse venir, on va un peu lui donner une guitare, vu qu'il joue à la guitare, qu'il nous fasse au moins 2 chansons. Et j'arrive là, je trouve tout un orchestre avec des saxophones, avec vraiment un orchestre d'au moins 10 à 15 personnes qui jouaient très bien et tout. Et puis ils disent, est venu le moment de faire monter notre invité spécial et tout. Je monte avec ma guitare et là je leur joue une chanson traditionnelle d'abord de Tchalamouana, qui est attribuée à Tchalamouana, mais en réalité, ce sont des chansons antiques. Hein. Mais elle avait cette particularité de savoir les faire revivre. Et j'ai plus fait 2 chansons, j'en ai fait 5. Et quand je quitte le podium, je vois des personnes m'entourer. Ils me disent, on veut travailler avec toi. Parlez-nous un peu de ce que peut être la vie d'un artiste africain vivant dans une contrée italienne. Alors, ce que peut être la vie d'un artiste africain, je ne vais pas parler que pour moi, mais je voudrais parler aussi des amis et des gens que je ne cesse de rencontrer. Parce que moi, je considère toujours, comme un proverbe dit, l'oreille apprend toujours. Donc, il y a des artistes africains, je ne le savais pas, en Italie, qui vivent très bien de leur musique, qui ont leur notoriété, peut-être pas trop énorme, mais l'important, selon moi, c'est de trouver sa place. Et c'est vrai qu'au départ, là où moi je vivais à Varèse, Varèse avait un peu cette réputation d'être assez fermé. C'est vrai que je suis l'un des rares artistes africains qui fait des festivals, qui fait des concerts. Et ça m'a toujours fait un peu mal parce que c'est mieux quand vous êtes ensemble. Mais c'est à Milan que j'ai découvert qu'il y a vraiment beaucoup d'artistes africains qui font de très belles choses, qui accompagnent aussi des grands artistes italiens. Et donc là, moi, ça m'a donné un stimulus dans le sens que je me suis dit, il ne faut pas que je regarde seulement ce que moi je suis ou ce que les gens racontent. Il faut que je puisse aussi bénéficier et tourner mes yeux vers l'expérience des autres. Et c'est ce que je fais. Ouais. Enfant, quelle était la place de la culture dans la vie de Valentin Mufila? Enfant, quelle était la place de la culture dans ma vie? Alors, j'aime bien raconter cette anecdote parce que j'en ai beaucoup. Ma mère se moque encore de moi des fois avec l'une de mes grandes sœurs. Pourquoi? Mais je crois qu'elle n'avait pas compris l'artiste que j'étais. Je prenais des briques vers l'âge de 9 à 10 ans et je les taillais. Je les taillais en forme de statues égyptiennes. J'étais très passionné des pharaons égyptiens. Quand à l'école, un ami à moi qui peut-être se reconnaîtra emmenait des livres sur l'Égypte, pour moi, c'était comme si le temps s'arrêtait et j'étais hypnotisé. Et quand je rentrais à la maison, je taillais ces pierres-là, je faisais des formes de statues égyptiennes et pour les couleurs, j'utilisais les mascaras que ma mère et mes sœurs jetaient. Je n'oublierai jamais qu'un jour, j'avais fait une statue tellement belle que mon grand frère va voir ça et va dire « Waouh, toi tu es un artiste, toi !» Ça, je ne l'oublierai jamais. Mais l'art en Afrique à l'époque, maintenant ça commence à changer, hein, mais c'est quand même assez difficile. On n'est pas trop aidé. Hein. Quand un enfant veut faire de l'art, que ce soit de la musique ou de la sculpture, au début c'est toujours mal vu. C'est quand vous commencez à être célèbre, vous commencez à apporter l'argent. Alors là maintenant, oui, on vous respecte. Question espiègle, Valentin. Oui. Si vous deviez choisir entre le chant et jouer d'un instrument, que choisiriez-vous? Tout de suite la voix, parce que c'est... j'ai découvert ça récemment avec mon ami Antonio Testa, avec qui on a fait l'album Il faut vivre. C'est que Antonio m'a appris des choses que je ne savais pas dans son monde, parce que lui, il fait de la musique d'ambiance. Antonio fait chanter l'eau, il fait chanter le feu, il fait chanter la terre. Comment?
euh, en mettant des micros à côté, par exemple, de l'eau, capter toutes ces vibrations-là. Et quand il les met sur ces tambours africains ou ces tambours sud-américains, vous comprenez que donc même l'eau s'est chantée, même la terre s'est chantée. Alors, quand je regarde tout ça, je me dis, mais la voix, qui est en réalité une vibration, la première vibration, ben non, je donnerais rien au monde, même si on me donnait 1 milliard d'euros, on me dit, entre un instrument et ta voix, qu'est-ce que tu choisis? Non, moi je choisis la voix. On a tendance à dire que la kora est par extension la guitare africaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je ne dirais pas ceux qui pensent ou ceux qui disent ça ont totalement tort, mais j'aimerais juste donner un ajout. Moi, étant conteur, comme vous l'avez dit, j'aime beaucoup les mythes fondateurs. Les mythes, attention, peuvent être vrais, mais pas très bien compris par le commun des mortels. Ce sont des codes. Il y a un mythe égyptien qui dit que c'est la déesse Hathor, qui est la déesse des arts, qui a inspiré aux hommes la construction des instruments, donc de la musique. Et dans ce mythe-là, on raconte très souvent que à côté d'une île, il y a eu une tortue qui était déjà en état un peu de décomposition. Et quand on est en état un peu de décomposition, il y a certains filaments, n'est-ce pas, comme on les voit. Et ce sont ces filaments-là qui vont être utilisés pour créer les premiers instruments. Ça, c'est un mythe égyptien qui le dit. Mais au sujet de ce mythe, il y a encore pire. C'est que nos amis, nos frères, moi je les appelle nos ancêtres, les pygmées, même si je dis toujours que je n'aime pas ça, les Toa ou les Baka, c'est le mot que je préfère utiliser. Quand vous regardez certains de leurs instruments, ce sont des formes de kora, parce que rien qu'avec une tige de bambou, ils vous sortent une corde, comme les cordes de la kora. Sauf que ça va évoluer avec le temps et avec le contact avec les autres peuples. Parce que les pygmées ont la réputation, c'est vrai, d'être des grands pharmaciens, des gens qui connaissent bien les secrets de la nature au niveau de la science, de la médecine, s'il faut dire. Mais la médecine est aussi artistique. On peut guérir quelqu'un à travers les ondes de la musique. Donc, eux, ils connaissaient déjà ces secrets-là. Et donc, en contact avec les autres, finalement, de ces instruments, disons primitifs, il va y avoir une évolution jusqu'à la kora d'Afrique de l'Ouest que nous voyons. Mais, pour juste donner encore un autre argument, il faudrait féliciter les grands génies que sont Mori Kanté, paix à son âme. Il faudrait féliciter des grands génies comme Ali Fakar Touré et même son fils Vieux Fakar Touré, qui continue ce que son père a fait. C'est-à-dire, ils ont réussi à transposer la kora sur la guitare occidentale. C'est au fait ça. Ça ne veut pas dire que la guitare est forcément la transposition de la kora. Non, ça vient de plus loin. Ça vient d'instruments primitifs à cordes, comme j'ai parlé de ces mythes-là, jusqu'à nous amener à cette technique des artistes ouest-africains comme Mori Kanté ou Ali Fakar Touré. Parlez-nous un peu de votre album. Oui. Sorti l'an dernier, et qui a pour titre, je l'ai déjà dit, Il faut vivre. Oui. Racontez-nous un petit peu la naissance de ce titre. Il faut vivre parce que nous avons enregistré cet album dans une période très difficile pour l'humanité et même pour nous-mêmes, qui était à l'époque le lockdown. Voilà. On ne pouvait pas vraiment sortir, nos libertés étaient assez restreintes. Et on s'est dit, Antonio et moi, qu'il fallait pas précipiter dans la dépression. Il fallait, au contraire, monter les énergies pour nous soigner, nous guérir nous-mêmes et guérir aussi le public qui allait nous écouter. Donc, Il faut vivre, en réalité, c'est un hymne à la vie et un hymne à l'espoir, à l'espérance. Voilà pourquoi nous avons choisi le titre Il faut vivre. Votre groupe s'appelle
Zanza Mamou. Ouais. Alors, Sanza Mamou vient de trois concepts. Et ça, c'est mon aspect conteur, je crois, qui intervient là-dedans. C'est que la Sanza, c'est ce petit instrument à pouce dont j'ai parlé, qui est très utilisé dans nos villages. Mais en parole de Lingala, on dit aussi que Sanza, c'est la lune. Et justement, les grands-parents, pour faire dormir les enfants dans les villages, avant de leur raconter toutes ces histoires, ils le racontent accompagné de cette sanza. Donc la sanza est à la fois un instrument, mais c'est à la fois la lune, n'est-ce pas? Et la lune symbolise très souvent aussi la mère. Mais chez nous, on peut appeler la maman mama, mais on peut aussi l'appeler mamou. Donc on s'est dit sanza mamou, c'est le nom parfait pour faire l'union de ces trois concepts-là. Ouais. Cet album part d'une rencontre, Oui, celle du musicien Antonio Testa. oui. Parlez-nous un peu de cette collaboration. Alors, c'est une collaboration fructueuse et une collaboration que la vie, selon moi, m'a donné avec une énorme surprise. Et moi, j'aime les surprises que la vie me donne. J'ai rencontré Antonio en fin 2019. Je ne savais pas qui il était, je ne savais pas la musique qu'il faisait. Mais lorsqu'on était avec des anciens collègues, Antonio dira tout de suite, pour moi, toi tu as quelque chose, c'est toi qui es l'artiste. Les autres l'avaient pris un peu bizarrement, hein, parce que nous les artistes, on a un peu notre ego, hein, on n'aime pas trop qu'on nous minimise, on aime bien se faire... c'est pas tout le monde, je dis pas tous, mais je sais que ça fait quand même partie de beaucoup d'artistes. Et après, il me dira une autre chose assez intéressante, il me dira, ta musique est très belle, mais je trouve qu'elle est trop commerciale par rapport au style de musique que moi je fais. Et je vais rigoler en disant, mais tu ne me connais pas encore très bien. Parce que Valentin Moufila n'est pas seulement quelqu'un qui fait de la musique dite commerciale. J'ai grandi avec la musique traditionnelle, comme je le disais, et puis je suis quelqu'un qui aime les mélanges, qui aime les découvertes. Et en parlant, Antonio va me dire qu'il va passer 4 mois au Burkina Faso. Donc, la musique africaine, il a aussi apprise, parce que c'est un grand percussionniste aussi. Et c'est comme ça qu'on va se dire, mais pourquoi on n'essayerait pas une chanson ensemble? Et quand on a essayé la chanson, déjà que c'est un rythme très ndombolo, un peu congolais, j'écoute les percussions, je dis, mais où est-ce que tu as appris ça? Il me dit, je t'ai dit, j'ai grandi un peu aussi en France, j'avais des amis africains, et c'est eux qui m'ont appris comment jouer le... Et c'est de là qu'on a décidé de faire cet album fantastique qui, pour moi, est un mélange des mondes. Ce dernier album comporte 14 titres. Oui. Alors parlez-nous un petit peu des influences musicales que l'on peut retrouver dans cet album. Ouf, les influences, il y en a beaucoup. Si je dois être honnête et parler des influences qui m'ont moi le plus surpris, c'est des influences même de la musique napolitaine. Parce que sur la chanson par exemple Who Knows, qui est d'ailleurs un clip que les gens peuvent retrouver sur nos différents canaux YouTube, il y a un violoniste qui est ou a été violoniste de celui qui a emmené le blues à Naples. Il s'appelait Pino Daniele. Il est décédé. Mais quand vous écoutez ce violoniste-là, c'est fantastique. Et il a accepté, sans rien nous demander, de pouvoir jouer dans cet album. Déjà, ça a été la grosse surprise. Et puis vous avez des grands artistes comme le fils même d'Antonio, qui est guitariste, multi-instrumentiste. Ces 2 enfants qui ont contribué à l'album, qui ont fait même des chœurs, qui partagent les guitares avec moi. Vous avez la fiancée, l'un des fils d'Antonio, Martha, qui est flûtiste. Donc avant j'ai parlé de Rodolfo et Ryan, qui sont ses 2 fils. Et enfin, Antonio maintenant lui-même, qu'est-ce qu'il a ramené? Il m'a ramené des instruments même de l'Amérique du Sud. Parce que lui, il était allé au Mexique et étant un passionné de culture, il a ramené des instruments traditionnels sud-américains, ajoutés aux instruments traditionnels africains.
parce qu'il joue les calebasses qu'on trouve partout en Afrique, hein, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou ailleurs. Il met de l'eau dedans et quand il commence à jouer, cette sonorité-là, mais ça fait voler votre âme. Donc on a eu tous ces mélanges et c'est Antonio qui a assuré la production. Donc moi je suis juste au niveau des compositions et on a laissé toute la production à Antonio. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir combien de temps Oui. il vous a fallu pour sortir cet album et surtout les difficultés rencontrées sur ce projet? Waouh! C'est pas évident de sortir un album, mais j'ai l'impression, moi, que les albums que je sors doivent toujours être un peu compliqués. Mais je ne le prends pas du mauvais côté, je crois que ça fait partie de la magie qu'il y a derrière. Petite anecdote, étant un fan de Michael Jackson, qui est un professeur pour moi, j'étais très surpris d'apprendre qu'avant que l'album Thriller, qui est le plus vendu au monde, ne sorte, à l'écoute de l'album, de tous les titres, Quincy Jones, Bruce Swedian, qui était l'ingénieur de Michael au niveau de la voix, les studios ont pris feu. Ils ont failli perdre l'album. Quand j'ai vu ce documentaire, je me suis dit, calme-toi. Parce que moi, ça m'a pris pratiquement 3 ans, avec beaucoup de difficultés techniques. Il faut aussi dire que c'était, comme je le dis, un moment assez particulier. Mais à la fin, ce qui compte, c'est le résultat. Et vous comprenez même que c'est comme si la vie vous met à l'épreuve. La vie veut, derrière cette situation, vous apprendre la patience. Et la patience vous apprend le sens du détail. L'une de vos particularités, Valentin, Oui. c'est que vous interprétez vos titres dans plusieurs langues. Oui. Et cela ne semble visiblement pas vous gêner. Oui. On peut vous entendre chanter en français, Oui. anglais, Oui. italien, congolais. Est-ce que je pourrais dire de vous que vous êtes un artiste polyglotte? Oui, parce que j'adore les langues. Et si je dois vous dire la vérité, en ce moment, j'aimerais même apprendre le bambara, le wolof, le bassa. Ça me passionne. J'ai toujours aimé les langues et je crois que moi-même, je suis assez doué pour ça parce que pour l'italien, une autre anecdote, quand je suis arrivé en 2010, je n'ai jamais pris de cours d'italien avant. Mais 4 mois après, je le parlais déjà. Au point que ma prof d'italien va me dire « Tu es prêt à passer l'examen du niveau supérieur ». Donc c'est ça. Alors je me dis pourquoi pas nos langues à nous. Surtout certaines chansons, même quand tu sais pas parler la langue, mais ça fait tellement bon à l'oreille, tu te dis mais j'aimerais apprendre ça. Donc moi je suis comme ça, j'aime les langues, je suis doué pour ça et c'est ma passion. L'écrivaine Fatou Diom dit de la langue française qu'elle est coquette et qu'elle ne se laisse pas facilement conquérir. Qu'en est-il de la langue italienne? Est-elle facile à maîtriser, cette langue? La question est très très intéressante. Et je pense que la langue italienne a une particularité. Déjà que elle vient du latin et beaucoup de langues occidentales viennent du latin. Donc c'est pas parce que je vis en Italie, je le répète aussi, je suis pas italien, peut-être parce que d'autres risquent de confondre, je suis pas italien, mais elle peut quand même se vanter à cause du latin d'être une des langues, si pas la langue mère de beaucoup d'autres langues occidentales, telles le français, l'espagnol et autres. Pour les gens qui parlent anglais, j'ai fait le constat que c'est très difficile. Et c'est tout à fait normal. Les prononciations, les accents sont très différents. Donc moi qui me suis occupé des réfugiés à un moment, qui ai travaillé avec beaucoup de réfugiés, certains qui venaient des pays anglophones d'Afrique, j'ai constaté cette difficulté-là. Mais pour ceux qui parlent le français, mais il y a beaucoup de similitudes. Mais tout le monde n'est pas doué pour les langues. Donc ça dépend aussi d'un chacun. Néanmoins, dans quelle langue vous sentez-vous le plus à l'aise pour chanter? Sincèrement parlant, je sais que ça va surprendre beaucoup de gens, mais c'est mon aspect panafricaniste. On m'appelle aussi comme ça. C'est un concept que j'ai créé moi-même. Le panafricaniste, c'est celui qui met en valeur toutes les
humanités classiques africaines dans l'art, dans la culture, toutes les belles choses que le continent a produit et continue encore à produire parce qu'il y a des gens qui font du grand travail. Donc, pour moi, je considère que c'est assez important de valoriser ce que nous avons, non? Donc, moi, je dirais que la langue que j'aime, dans laquelle je me sens le plus à l'aise, chose bizarre, depuis assez longtemps, c'est le Lingala. Et pourtant, une autre information, le Lingala n'est pas ma langue de naissance. Le Lingala est une langue que l'armée coloniale belge de l'époque a créée comme un patois pour que tous les soldats qui travaillaient sous la domination coloniale puissent se comprendre. Mais le vrai Lingala, qui n'a rien à voir avec ce que vous entendez dans beaucoup de chansons, c'est en fait le Lingala des Makanza. Makanza qui est une, disons, ville de la République démocratique du Congo qui sont vraiment les détenteurs de cette langue. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc le Lingala que nous chantons actuel, c'est plus un patois. Mais elle est belle parce qu'elle est poétique. Je connais beaucoup d'amis africains, quand ils entendent, ils savent pas parler Lingala, ils disent « Oh, j'aime cette langue ». Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre univers musical, Valentin, Oui. qui me semble très éclectique? Oui. Qui sont vos influenceurs? Mes premiers influenceurs sont les Tois, fameux pygmées. Je les adore parce que ça me permet, quand je les écoute, et j'ai pris un petit peu du temps à écouter leur manière de composer, qui n'a rien à voir avec le schéma occidental classique. Et c'est déjà ça que j'adore. Parce que l'art, excusez-moi de le dire, mais je le pense vraiment, je pense que la source, ou Dieu, comme certains l'appellent, est le premier artiste. Et vous ne pouvez pas limiter une force pareille. Donc même quand au niveau des arts, on commet des fois l'erreur de dire art primitif, art abstrait. Je n'aime pas beaucoup ces connotations-là. Et je peux comprendre parce qu'elles datent d'une certaine époque ou d'une certaine vision de certaines personnes. Mais l'art, c'est la liberté même. Vous ne pouvez pas la bloquer. Quand vous les entendez, il y a toujours quelqu'un qui entonne la chanson et petit à petit, un à un, il commence à répondre. Et en répondant, ça donne une chorale fantastique. Et celle qui a entonné, ou celui qui a entonné, dans ce chœur-là, dans cette chorale, continue. On sait que c'est elle qui a lancé le chant. Donc, une musique qui est instinctive, où elle se laisse guider par les émotions. Moi, c'est ça que j'aime dans la musique des Tois. Mes autres grandes influences vont vous surprendre, c'est la musique zoulou d'Afrique du Sud. J'adore les Zoulous, notamment leur chorale d'hommes avec leur voix grave, basse, là, j'aime beaucoup. Et surtout, même l'art, parce qu'en Afrique du Sud, on a un peuple qu'on appelle les Ndébélé, qui font de la calligraphie. Ce sont des femmes qui s'occupent de ça. Je vous invite à aller chercher l'art Ndébélé. Ce n'est pas de la musique, mais ça me parle parce que je suis artiste. Parmi les artistes qui m'ont beaucoup influencé, il y a Zucchero Fornaciari, mais appelons-le Zucchero parce que c'est comme ça que les gens l'appellent. C'est un artiste italien. Moi, je l'ai connu au Congo. Quand je dis je l'ai connu, j'ai vu sa musique, ses clips. Et il avait une chanson qui s'intitule Céleste. Donc, c'est une chanson d'amour, mais qui parle d'un amour céleste un peu, toujours envers une femme. Et j'aimais beaucoup cette chanson, sans comprendre l'italien, sans la connaître. Je vous parle des années 98, 98 comme ça. Si on m'avait dit que la vie, que la source, que Dieu, tout ce que vous voulez, allait me réserver la surprise qu'en 2023, j'allais me retrouver en tournée mondiale avec lui, 2 années de suite, j'allais dire à cette personne-là, t'es complètement fou, t'es complètement barjot. Mais c'est ce qui est arrivé. Et je ne peux pas cacher au public les frissons que j'ai eus, parce que la première fois qu'on l'a fait pendant 5 soirées d'affilée, c'était dans une arène d'un empereur romain à Rome.
là où on fait des grands spectacles là-bas. Et on était là, je me disais, c'est pas vrai, c'est pas possible, je suis en train de rêver. Non, non, je ne rêvais pas. J'ai bien été pour 2 ans consécutifs en tournée mondiale, choriste de Zucchero. Et d'ailleurs, cette année, on vient de faire le stade de Milan devant plus de 80 000 personnes. Taylor Swift, la chanteuse américaine, après nous, 2 jours après nous, c'est elle qui jouait pour 2 soirées d'affilée. Elle en a fait encore plus parce que c'est une grande star actuellement. Mais c'est pour vous dire à quel niveau Zucchero et aussi m'a emmené. Parce que partager toutes ces grandes scènes mondiales là avec lui pendant 2 ans, c'est un cadeau inoubliable. Donc, vous m'avez posé des questions sur mon univers. Mon univers, c'est tout ça. Mon univers, c'est l'art Bamoun du Cameroun ou des Bamileke. Revenons encore un peu à la musique. La kora, on en a parlé. Comment ne pas être inspiré par Toumani Diabaté? Comment ne pas être inspiré par Mori Kanté, Salif Keïta? Donc j'ai trop d'influence, mais dans cette influence, il faut toujours faire une chose, c'est-à-dire être soi-même, arriver à dégager sa propre identité, chose qui n'est pas facile parce que même moi aussi au début, j'ai galéré. Au début, je pensais imiter, mais après, je me suis rendu compte que quand on imite, on ne sera jamais meilleur que l'original. Et l'originalité, c'est la chose la plus difficile à trouver. Donc, je m'inspire de plusieurs univers musicaux, mais aussi artistiques, la peinture, l'architecture africaine. Et même, pourquoi pas, certains exemples aussi d'ici. Parce qu'en Italie, il ne faut pas oublier que c'est le pays des Michel-Ange, de la Renaissance. Donc moi, je tire le meilleur de tout ça. Avez-vous fini par trouver votre style, votre particularité? Aujourd'hui, comme tel, sans fausse modestie, je dirais que pas totalement, mais je pense m'être vraiment rapproché. Oui. Maintenant, on commence quand même à se dire, ça c'est Moufila qui... Ça sent du Moufila. Ça sent que c'est Valentin Moufila. Quand déjà le public ou les gens commencent à vous dire ça, ça veut dire que oui, vous êtes proche. Je souhaite que l'on s'attarde un peu sur certains titres de l'album. Ok. Je vous donne un titre. Oui. Et vous, Oui. vous me racontez l'histoire ou Oui. l'inspiration qui se cache derrière le titre. Oui. Êtes-vous d'accord? D'accord. C'est parti. La charité, bien ordonnée, commence par soi-même. Oui. Alors, je commence par l'une de mes chansons préférées. Ok. Rafiki. Je vais un peu la chanter parce que c'est très intéressant. Quand j'ai vu la première fois Le Roi Lion, cette voix qui fait Na tigonya nyamagi tibaba et la chorale qui fait Siti hu enyama. Ça c'est la musique sud-africaine, ça vous porte. Et je m'étais dit, mais j'aimerais bien faire une chanson qui irait dans mon style à moi, mais inspirée un peu de ça. Et c'est comme ça que Rafiki, qui est une parole swahili, d'ailleurs dans le dessin, le babouin s'appelle Rafiki, voilà l'anecdote, raconte dans la chanson que j'ai écrite ces mythes fondateurs africains qui parlent de l'unité entre l'homme et la nature. Il y a un mythe Luba qui dit d'ailleurs qu'au départ, la source n'avait pas séparé les choses, que tout était condensé. La terre était condensée avec le ciel, les animaux, tout ce condensé-là montre une harmonie. Donc Rafiki parle de cette harmonie que nous avons malheureusement et que nous sommes en train de perdre. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe autour de nous. Et la question est une interpellation en se disant, est-ce qu'on pourrait rentrer à cet âge comme on appelait en Égypte antique le Zeb Tepi. Zeb Tepi, c'était l'âge d'harmonie. Alors, quand je commence la chanson de Rafiki, c'est Mbanyama Zamba Yeabe Bozali Wapi Yeabe Mbanaya Batu Heabe Mboya kuyuka
2, 3, 4. Rafi, Rafiki, ukulele, Rafi, Rafiki, ukulele. Et ça, c'est un hymne, en fait. J'appelle toute cette harmonie-là au début. Et c'est comme si tous les animaux, les êtres humains répondent à mon appel. Et le refrain, maintenant, nous pousse à chanter, à être dans cette harmonie. Le deuxième titre, Oui. Il faut vivre. Alors, Il faut vivre, la deuxième chanson. Elle est, comme je disais, un hymne à l'espoir. À l'espoir. Vraiment, parce qu'il faut... Ça, c'est mon expérience personnelle. Hein. Je suis de ceux dont j'ai l'impression que la vie aime m'apprendre des choses à travers la patience. Des choses que tu attends, mais qui traînent. C'est vrai, ça peut être énervant au début. Mais après, tu te dis, cette patience valait quand même la peine. Donc, il faut vivre, c'est ça. Avoir cette philosophie-là, de se dire que faut jamais abandonner, il faut toujours poursuivre ses objectifs. Il faut croire en soi-même et croire en ce qu'on fait. Il faut vivre, c'est « Je n'ai qu'une philosophie, je te la donne en tant qu'ami. Je n'ai qu'une philosophie, tu sais, il faut vivre. Je te l'assure, tu vas trouver ta destinée. Prends la vie du bon côté, il faut vivre. » Le troisième titre, Ouais. c'est Who Knows. Oui. Motema eza sanduku ya ebale, motema eza sanduku ya makambo, motema eza sanduku ya ebale, motema eza sanduku ya makambo, nanya koki kotangango. Bon, ça c'est le cœur humain qui est un océan de mystères, de secrets. C'est très difficile de savoir qu'est-ce qu'il y a dans un cœur humain. Même mon propre cœur, je ne le connais pas. Donc seule la source, seul Dieu, seul le Créateur peut connaître ce qui est caché, ce qui est enfoui en nous. Donc personne ne sait, seule la source sait. Le titre suivant, c'est Yambi. Oui. Oh, là alors c'est la folie congolaise, c'est le seben, c'est un peu du ndombolo. Yambi, c'est une parole swahili, je parle plusieurs langues comme vous l'avez dit. Ça veut dire accueil. Quand quelqu'un toque à la porte et que vous lui dites caribou, caribou c'est comme pour dire entrez. Il ouvre la porte et vous lui dites Yambi. Et là alors, vous l'embrassez. Et l'histoire de cette chanson est assez particulière parce que j'ai retrouvé, ça c'est un des bons aspects d'Internet, certains amis que j'avais perdus depuis même 20 ans. Et le fait de les avoir retrouvés, je me suis dit, waouh, si je les avais devant moi, qu'est-ce que je leur dirais? Je leur dirais Yambi. Je les serrais très fort dans mes bras. Donc l'idée, c'est ça. Alors ensuite, on a Dance to Bobo. To Bobo, oui. Qui n'est pas de moi, mais c'est moi qui ai voulu que cette chanson soit dans l'album. C'est d'Antonio Testa. Ça, c'est une chanson d'Antonio Testa. Dance to Bobo du Lasso, c'est quand il a passé ses 4 mois. Oui, à Bobo. Et il a eu cette idée d'en faire un tube qui est waouh, fantastique. Je lui dis, tu mets ça dedans. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de l'écouter, c'est une très belle chanson. Voilà. Monzélé, pour finir. Ah, oui, là c'est... Alors, je vais quand même faire ma propre publicité, ou publicité à la mode africaine. Hein. Je ne suis pas modéliste, attention. Mais la belle chemise que je porte, c'est justement Made in Africa, Made in Congo. Voilà. Et l'idée de la chanson, c'était m'imaginer dans un défilé de mode panafricartiste ou panafricain. Là où comme ça, on invite tous les 54 pays, 55, je sais plus, parce que ça fait que changer, avec leurs différents habits. Et moi, dans le fond, en train de chanter Yelele, Monzele, Ye, mode africana, Yelele, Monzele. Et eux, en train de défiler. Parce que vous avez par exemple le ndop, qui est un habit du Cameroun.
bleu là avec des broderies. On dit que c'était le roi qui portait ça. Bon. Quand j'ai vu ça la première fois, j'ai beaucoup d'amis camerounais. Je dis waouh, ça, je verrais bien ça dans un clip. Vous avez les tenues éthiopiennes. J'ai assisté à des mariages éthiopiens. Oula, mais c'est génial. J'ai assisté au Congo chez moi, par exemple, le peuple Kuba. Peut-être certains n'en ont pas entendu parler, mais le peuple Kuba a beaucoup inspiré Pablo Picasso, par exemple. Ah oui, dans le fameux art abstrait, comme on aime dire, les Kubas sont parmi les meilleurs. Et Picasso a pris beaucoup de choses d'eux. Alors, les Kubas, ils ont ce qu'on appelle le raffia. Mais dans ce raffia-là, vous avez plusieurs types de raffia. Parmi celui qui m'a toujours marqué, on appelle ça le ntiak. C'est inspiré des palmiers, les feuilles des palmiers que l'on récupère. Sont les femmes qui savent faire ça, qui savent comment sécher ça, comment y mettre des couleurs, comment y mettre... À la fin, quand vous regardez les tenues, vous dites, dans Monzélé, c'est ça. Je reviens à votre répertoire musical, Oui. qui est très riche et varié. Oui. Ainsi, vous pouvez commencer par du Céline Dion, Oui. en passant par du Bob Marley, Oui. pour terminer sur du Papa Wemba, Ouais. et bien d'autres, bien sûr. Pour un artiste musical, Valentin, Oui. c'est un passage obligatoire de s'imprégner d'abord du répertoire des aînés? Oui, pourquoi pas. Les aînés, c'est qui? Les aînés, c'est pas seulement ceux que on voit à la télévision. Hein. Les aînés, ça peut être aussi des artistes que vous voyez au village, que vous voyez dans le quartier. Parce que vous devez avoir des repères. C'est un peu ça le problème, selon moi, de certains jeunes artistes d'aujourd'hui. C'est qu'ils n'ont pas assez de repères. De plus en plus, les repères commencent à se perdre. Donc oui, Papa Wemba, comment ne pas trouver en lui un repère? Comment ne pas trouver un repère en Youssou N'Dour? Comment ne pas... Effectivement, petite anecdote, et puis on va passer à la question. J'avais un concert à Milan il y a 2 ans passés. Je tiens à préciser que je fais plusieurs types de spectacles. Guitare-voix aussi. Hein. Donc rien que moi et ma guitare, que j'appelle d'ailleurs Nzinga. Donc, comme j'avais dit, celle qui unit avec le cordon ombilical. Et à un moment, je savais pas qu'ils étaient des Sénégalais. Il y avait plusieurs personnes. Hein. Et je me mets à interpréter une chanson de Youssou N'Dour. Alors, ils commencent à se regarder. À la fin du spectacle, ils viennent, ils me parlent en Wolof. Je leur dis non, je comprends rien en Wolof. T'es pas Sénégalais? Mais tu as chanté Youssou. Oui, j'ai chanté Youssou N'Dour, mais je suis pas Sénégalais. Ils étaient tellement contents, ils sont venus, ils m'ont jeté de l'argent comme ça se fait en Afrique, là sur le front et qu'on sort. Donc oui, les références des aînés, c'est très important. Parlons maintenant de cet autre super artiste, Oui. Michael Jackson. Oula. Qui est très présent dans votre lexique. Si. Pourquoi Michael Jackson, Valentin? Artistiquement parlant, qu'est-ce qu'il représente pour l'industrie musicale? Alors, Michael Jackson est très important pour moi parce que il y a dans le sport, la musique en particulier, un certain fantasme du joueur parfait ou de l'artiste parfait. Il y a eu des gens qui se sont dit dans leur tête, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'avoir un artiste qui sait tout faire? Ou qui pourrait tout faire. Michael s'est inspiré lui-même de beaucoup de grandes stars, notamment de James Brown, qui est le précurseur de beaucoup de musiciens noirs américains. Donc Michael ne s'est pas fait tout seul, c'est pas quelqu'un qui est arrivé comme ça, et si avec tout le respect que j'ai pour lui, et comme c'est un professeur, comme je l'ai dit, musicalement, Michael Jackson n'a rien inventé. Hein. Par exemple, James Brown, oui, James Brown est venu avec un style. Mais la vie est des fois bizarre. C'est-à-dire, les précurseurs tracent la voie, mais c'est pas eux qui bénéficient de ce qu'ils ont créé. Ce sont ceux qui viennent après, qui vont s'inspirer de ce que les précurseurs ont fait. Ils vont le perfectionner. Et c'est ça Michael Jackson. Au niveau de la danse, il s'est inspiré, par exemple, de grands chorégraphes, même en France ici, le mime Marceau, celui qui fait les mimes. Michael s'est inspiré de lui. C'est ce que j'aime chez lui, c'est-à-dire un artiste capable de déceler la qualité
de chacun dans chaque domaine, de le prendre et de le faire soi. C'est ça. Je reviens encore sur votre album, notamment sur le titre « Les mots ». Voilà. Vous chantez ceci. Les mots sont si puissants et si fragiles qu'il vaut mieux ne pas jouer aux apprentis sorciers. Oui. Les mots sont la vie, mais aussi la mort. Oui. Valentin, quel est votre rapport aux mots, à la parole? Depuis que j'ai réalisé la puissance des mots, sincèrement, il y a des choses que je regrette, que j'aurais pas dû dire à certaines personnes ou à certains moments. On parlait de vibration, on parlait de la vibration de l'eau, on parlait de la vibration du soleil. Les mots, c'est ça même, l'une des plus grandes vibrations. Et nous l'avons tous. Mais très souvent, nous ne savons pas comment l'utiliser. Parce qu'en nous, dans notre mental, il se passe tellement de choses. Et un chaos qui fait que on n'arrive pas à maîtriser nos paroles. Et moi en premier. C'est pour ça que je dis, de plus en plus, je commence même à apprécier les gens silencieux. Le silence est une très grande force. Parce qu'au moins quand on est silencieux, selon moi, c'est pas qu'il faut être silencieux pour être silencieux à tout moment. Mais c'est nécessaire. Ça vous évite de froisser, par exemple. Ça vous évite même de maudire. Je peux donner un exemple. Hein. Combien de fois, même moi, des parents, c'est vrai, on est des êtres humains, on peut être énervé à cause de quelque chose qu'un enfant nous a fait ou que notre femme nous a fait. Sous la colère, on dit des choses. Mais le problème, c'est que ces choses ont des conséquences. Combien de fois, même moi qui vous parle, ça m'est pas arrivé d'avoir des maux d'estomac parce qu'on m'a dit quelque chose. Donc cette chanson, Les mots, est une interpellation pour dire fais attention à ce que tu dis. Faisons attention à ce que nous disons. Un panafricain confirmé et maintenant panafricartiste. Panafricartiste. Vous avez dédié toute une chanson au patrimoine africain. Africain, oui. Vous n'êtes pas sans savoir que Mati Diop vient de sortir un film, Dahomey, qui parle justement de cela. J'aimerais bien avoir votre avis sur cette question. L'Occident doit-il nécessairement restituer le patrimoine culturel africain? Alors, je serai honnête comme je le suis depuis que cette émission a commencé. Je dirais oui, mais je sais que ça ne se fera pas. Pourquoi ça ne se fera pas? La France et l'Italie, sur beaucoup d'aspects, sont cousins. Moi qui suis un artiste, pas seulement un musicien, j'ai des amis architectes, j'ai des amis sculpteurs, peintres. Ils me disent qu'il y a beaucoup d'œuvres italiennes que la France ne veut pas remettre. Alors, si déjà, au niveau de l'Union européenne, avec toutes les valeurs qui nous sont prônées, égalité, fraternité, toutes ces choses-là, on ne veut pas restituer des œuvres d'art. Je ne suis pas un pessimiste, hein, mais je vois très mal en tout cas, avec tout ce que l'art africain fait entrer au niveau économique, je vois très mal que toutes nos œuvres un jour puissent rentrer. Valentin, qu'est-ce que c'est que d'être panafricain aujourd'hui, selon vous? Selon moi, j'aimerais d'abord, ce n'est pas de moi, hein, mais c'est intéressant aussi de rendre hommage à ceux qui nous ont aidés à comprendre certains contextes. Le panafricanisme ne naît pas en Afrique lui-même, mais né dans la diaspora, grâce notamment à un certain avocat de Trinidad et Tobago qui a eu cette idée-là à l'époque, le nom me reviendra, de pouvoir unir la diaspora autour de son continent. Donc ça, c'est tout à fait louable. On sait par exemple que des gens comme Anténor Firmin, beaucoup de gens ont même participé à la guerre d'Éthiopie, par exemple, contre l'Italie. Il y a eu beaucoup de gens des Antilles qui sont venus aider les Éthiopiens, leurs frères africains, contre l'Italie à l'époque de la guerre d'occupation. Donc, c'est une très bonne chose. Mais chaque génération, selon moi, a sa mission à accomplir. Je suis vraiment pas de ceux qui pensent que... parce qu'il y a des gens comme ça, ils veulent qu'on leur serve tout sur la table. Hein.
Ils vont même vous dire, bon, même si vous leur mettez tout sur la table, ah, mais fais-moi ouvrir la bouche maintenant. Donc, ils veulent rien faire, ils veulent qu'on fasse tout pour eux. Moi, je suis pas vraiment de ce genre-là. Donc, le panafricanisme a connu ses heures de gloire jusque, selon moi, dans les années 60 avec les pères, entre guillemets, des indépendances, qui pour la majorité ont été liquidés. Ça, on le sait. Mais le panafricanisme d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une très belle question. Et je ne sais pas vous répondre parce que j'ai l'impression qu'on s'est complètement perdu du chemin. Pire, aujourd'hui, il y a un certain mouvement, bon, quand je dis pire, pas pire dans un mauvais sens, hein, un mouvement qu'on appelle le kémitisme, qui est une des branches du panafricanisme. Toujours la diaspora, nos jeunes d'ici qui sont à la recherche de leur identité, chose qui n'est pas mauvaise, qui est même très louable. Je connais des gens qui font du très bon travail dans ce domaine. Mais je pense que kémitisme et panafricanisme d'aujourd'hui manquent d'un aspect qui est celui de s'engager réellement en politique pour faire changer les choses. Parce que beaucoup préfèrent rester derrière leurs ordinateurs ou crier à dire « je suis panafricain ». Oui, mais déjà quand tu as un ami, je sais pas moi, malien, mais tu le traites comme la colonisation voulait, c'est-à-dire tu le traites parce qu'il n'est pas de ton pays, tu le vois avec un certain mépris. Tu as beau dire être panafricaniste, je crois que tu es loin du compte. Et il y en a beaucoup qui sont comme ça. On ne va pas aussi changer l'Afrique rien qu'en restant dans la diaspora. On va changer l'Afrique en étant sur terrain. C'est vrai que la diaspora, un clin d'œil à la diaspora éthiopienne, qui a construit le barrage d'Assouan. Ils n'ont pas pris de prêt à la Banque mondiale ou au FMI. La diaspora éthiopienne s'est organisée et à coût d'au moins plus de combien de milliards, ils ont construit aujourd'hui ce barrage. Voilà des projets que la vraie diaspora panafricaine est capable de faire. Donc j'espère que ça va continuer. C'est ça. Vous êtes de ceux qui chantent pour un monde meilleur Oui. et un rapprochement entre les peuples. Oui. À votre avis, Valentin, la musique peut-elle encore être utilisée comme un vecteur pour se rapprocher et créer un lien avec l'autre? Oh, bien sûr. Oh, je vous dirais même plus. Il m'arrive d'être aussi enseignant, pas professeur, mais enseignant. Chez moi là-bas à Varèse. La chose qui est fantastique, c'est que quand les enfants me voient, dans leurs yeux bleus, verts, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de racisme. Ils viennent, ils vous embrassent, ils dansent avec vous, ils chantent avec vous. C'est là où vous comprenez que la musique et l'art unissent les gens. C'est dommage qu'aujourd'hui, on constate aussi que on se chamaille surtout sur la couleur du ciel, même sur les nuages. Mais je dirais que ça fait partie de l'être humain. Mais au moins, la musique a cette puissance-là de rester ce canal qui unit les gens malgré leur couleur de peau. Donc oui, je crois. Vous avez répondu au questionnaire d'une agence de presse internationale. Oui. J'écris des articles, j'ai écrit au moins 40 articles pour cette revue internationale. Oui. Sur le passé de l'Afrique. Hein. Ma chronique, c'est Afrique, une histoire à redécouvrir. Parce qu'avant que vous enchaîniez la question, c'est important que je puisse quand même le souligner. Cette rubrique est destinée à quoi? En Italie, il n'y a pas, ou il y a très peu d'articles de presse dédiés à la diaspora africaine. Beaucoup de nos enfants qui naissent là-bas se sentent perdus. On leur dit, vous n'êtes pas italien, vous n'êtes pas... Or, ils sont nés là-bas. Beaucoup ne sont même jamais rentrés en Afrique. Donc, ils souffrent d'une crise d'identité. Et moi, étant enseignant dans les écoles, enseignant de quoi? Voilà. Enseignant de conte, je suis conteur. Enseignant de danse africaine, parce que la danse n'est pas que le divertissement. Hein. Vous avez plusieurs styles de danse, c'est ce que les gens oublient souvent. Tout n'est pas que divertissement pour tourner les reins. Non, non, il n'y a pas que ça. Donc, le souci a été de faire des articles pour aussi des Italiens, parce qu'il y a des Italiens à qui ça intéresse l'Afrique. Et c'est comme ça que j'écris ces articles. Donc, dans la presse internationale présente ça. Oui. Et sur la question de l'intégration, oui. vous avez dit ceci.
L'intégration ne signifie pas renoncer à sa propre identité, Mhm. mais connaître l'autre et Mhm. prendre son côté positif. Oui. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Je suivais il y a 2 jours un grand intellectuel italien dont je ne veux pas citer le nom, qui voulait se vanter en parlant de la Chine, disant la Chine est devenue la puissance qu'elle est aujourd'hui grâce à nous, grâce à notre occidentalisation. J'ai trouvé ces mots de sa part assez prétentieux. J'ai pas visité encore toute l'Italie, mais une bonne partie. Et qu'est-ce que vous trouvez dans cette Italie que j'ai visitée? Des pyramides un peu partout, des obélisques un peu partout. Ça ne venait pas d'ici, ça vient d'Égypte. C'est pour dire quoi? Toutes les grandes civilisations ont pris de l'autre, comme les Chinois font aujourd'hui, comme, espérons-le, nous aussi, nous devons prendre des bonnes choses qu'il y a ici. C'est dommage que beaucoup ne le font pas, préfèrent un peu rester dans une espèce de assistentialisme, donc qu'on les assiste. Ils croient qu'ils n'ont rien à apporter, mais non, ils ont à apporter aussi, ils ont aussi à prendre des bonnes choses des autres. Et moi, c'est ce que je prône en étant avec mes amis de n'importe quelle nationalité. D'ailleurs, eux, ils me disent toujours, on t'aime bien parce qu'avec toi, tu nous apportes un monde que nous ne connaissons pas. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, je leur dis, moi aussi, je veux apprendre, je veux manger, je veux écouter de la musique, je veux voir une œuvre d'art, je veux voir, je sais pas moi, un palais de construction que je n'ai jamais vu qui vient de chez vous. Quand je vois, je pose des questions, ça m'inspire, j'essaie de voir, est-ce que chez moi, comment je peux adapter ça? Je cite vos mots. Oui. Nous sommes tous des êtres humains, Oui. avec le même sang rouge et les mêmes organes. Nous en sommes encore là? Bien sûr, quand on est là, mais comment se fait-il qu'au XXIe siècle, il y a encore des coups d'État? Et alors? Qu'il y a le racisme? Et alors? Des fois, je suis surpris, on pense quoi, que l'homme a changé. Mais moi, pour moi, l'homme n'a... D'ailleurs, l'homme empire. Parce que si on regarde de ce qu'on a fait, les guerres qu'on s'est fait et qu'on continue à se faire, même dans des continents qui veulent donner des fois des leçons aux autres, on se dit mais attends, il y a je crois un ancien président français dont je ne vais pas citer le nom, qui a dit l'Europe est le continent le plus sanguinaire par exemple. Ce ne sont pas mes mots. Il est ancien président de la République, s'il le dit, c'est qu'il sait de quoi il parle. La base du problème, c'est selon moi le modèle de société que nous avons accepté de suivre. Tant que ce modèle ne va pas changer et ne va pas tenir compte du fait que nous sommes liés, même les continents là, c'est comme la nature, hein? Une abeille ou les abeilles, si aujourd'hui il n'y a plus d'abeilles dans la nature, savez-vous les conséquences que nous aurons? Catastrophiques, hein? Mais quelqu'un va se dire, bah c'est qu'une abeille, c'est quoi? Je prends l'insecticide, je les tue tous. Donc non. Moi, je crois que l'homme, il est le même avec ses défauts, mais avec aussi sa capacité de se relever. Et c'est sur ça que moi, je compte. Moi, en premier, hein, je ne suis pas là pour donner des leçons aux gens. On se découvre. Voilà pourquoi la guerre, c'est lutter contre ces deux forces-là. Excusez, mais je le dis, hein, ça n'engage que moi. Je crois que le mal ne disparaîtra jamais. Il faut qu'il y ait le mal. Il y en aura toujours. C'est peut-être au niveau de la proportion que nous pouvons faire un effort pour qu'il diminue. Mais sinon, ça fait partie des principes de la vie. Nous sommes cette dualité-là. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans la musique ou dans l'industrie musicale? Dans l'industrie musicale, j'aimerais d'abord commencer par dire que ce qui ne me plaît pas dans l'industrie musicale, et je vais prêcher pour ma propre chapelle, prêcher pour les artistes africains, et même j'irai plus loin pour les artistes noirs en général, c'est que vous faites une musique dont vous ne bénéficiez quasiment rien. On s'inspire de ce que vous faites. Je dis toujours aux gens, c'est la même chose avec les matières premières. On prend du cuivre, on prend des diamants, on les emmène ici, on les transforme et c'est ça qui sert à d'autres. C'est la même chose avec les maisons de disques. On parlait de Michael Jackson. Vous savez combien de fois Michael Jackson est allé en guerre avec ses maisons de disques? Parlons de Whitney Houston. Ici en France, parlons de MC Solar.
qui ne pouvait même pas chanter ses anciens succès que nous avons tous aimés, avec lesquels nous avons grandi. Mais l'aspect positif de l'industrie musicale, c'est que bon, ça permet aux gens de découvrir des grands artistes que nous avons. Seulement maintenant, il y a quelque chose qui va changer et qui est en train de changer. C'est l'intelligence artificielle. Et par rapport à ça, je crois que c'est un grand défi, surtout par rapport à la propriété intellectuelle. Parce qu'une intelligence artificielle peut m'imiter, peut vous imiter, est en train déjà de faire tomber beaucoup de métiers. Et permettez-moi juste de terminer sur ça. Quand Jules Verne, je crois, écrivait ses livres sur de science-fiction, à l'époque, je crois que beaucoup disaient non, ça n'arrivera pas, c'est que de la fiction. On est toujours comme ça. Hein? Les premiers clips vidéo, je me souviens même quand Michael a fait les tout premiers clips vidéo, les gens, avant qu'ils ne voient, quel clip vidéo? Au début, les clips vidéo, on est là, on est juste là, on met des lumières, t'es là, tu chantes ta chanson. Pourquoi? Ça n'arrivera pas. Non, non, les clips vidéo sont arrivés. Aujourd'hui, tout le monde le fait. Les gens vont vous dire, non, l'intelligence artificielle ne dépassera pas l'homme. On arrivera à maîtriser. Non, moi, Est-ce que ça vous effraie à vous? Ou vous pensez qu'il ne faut pas en avoir peur, mais qu'il faut essayer de travailler avec? Ou c'est une technologie qu'on ne peut pas éviter? Bon, je dirais que c'est une technologie qu'on ne peut pas éviter. Et moi, je dirais que même moi, là, je fais et je ferai comme la nature fait. La nature nous apprend des grandes choses. C'est quoi? La nature s'adapte à tout. Il faut vous adapter. Si vous ne vous adaptez pas, vous allez disparaître. Donc, l'industrie musicale aujourd'hui souffre même de quelque chose, et moi je crois que c'est un aspect positif, c'est qu'il y a moins de maisons de disques aujourd'hui qui imposent aux gens ce qu'ils doivent écouter. C'est ça le bon aspect d'Internet. Billie Eilish, qui la connaissait, elle faisait ses vidéos en chambre hein, au départ, et ça a pris. C'est ça aussi la bonne chose d'Internet. C'est de ne plus passer forcément par une industrie qui doit imposer aux gens quoi écouter, quoi faire. Moi, qui suis un esprit assez libre, j'aime pas trop ça. Donc ça, c'est un aspect positif d'Internet. Donc l'intelligence artificielle, adaptons-nous. Certains prétendent qu'ils vont pouvoir essayer de la gérer. Je dis seulement, voyons. À votre tour, Valentin, Oui. vous devez donner 5 conseils à un jeune artiste, musicien. Oui. Quel artiste doit-il absolument connaître? Ah, ça c'est une très bonne question, hein, une question très difficile. Il doit d'abord se connaître lui-même, parce qu'il doit d'abord savoir si c'est réellement sa mission. Je vais vous donner un exemple. Il y a des gens qui chantent très bien, très très bien, mais qui n'arrivent pas à avoir finalement même un début de carrière. Pourtant, ils chantent très bien. Ils chantent même mieux que certains qui sont, entre guillemets, professionnels. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la même vibration. Il n'y a pas la même conscience par rapport à la mission qu'on a. On doit faire la musique pour soi et aussi pour les autres, pour l'humanité, tout en étant original. Donc, c'est ça. Il doit écouter qui? Certainement, Michael en fait partie. Pas que lui, il doit écouter aussi, s'il veut, Bach, pourquoi pas. De la musique indienne, chinoise, qui soit ouvert à tout, qui ne se donne aucune limite. Quelle qualité doit-il absolument avoir? La qualité qu'il doit absolument avoir, selon moi, en tant qu'artiste, c'est savoir transmettre. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Parce qu'il y a des gens, désolé de le dire, hein, ils ont fait des grandes études dans les universités d'ici, d'art, de chant, mais quand ils arrivent sur la scène, ils ne transmettent rien. C'est-à-dire, même quand vous posez la question au public, c'était bien, mais vous allez prendre quelqu'un qui n'est pas passé par tous ces canevas-là. Attention, je ne dis pas que l'apprentissage est mauvais. Non, c'est très important. Mais je dis que moi, je suis pour une autre méthode, qui est la méthode un peu qu'utilise Antonio Testa, mon ami. C'est une méthode qui consiste à dire, j'ai peut-être devant moi quelqu'un qui n'a pas la théorie, mais qui a la pratique. Comment moi, en tant que scientifique, je peux accompagner celui qui a la pratique?
Lui, il a la pratique, mais il n'a pas la théorie. Moi, j'ai la théorie, mais lui, il ne l'a pas. Faire cette symbiose-là, mais pas dire, parce que quelqu'un n'a pas fait l'université de musique ou les écoles d'art, alors il ne peut pas faire d'art. Mais ça n'a rien à voir. Michael Jackson n'a fait aucune université d'art. Hein. Il le disait lui-même. Je ne crois même pas qu'il savait lire le solfège. Mais ça ne lui a pas empêché d'être l'artiste que nous connaissons aujourd'hui. Quel défaut doit-il absolument éviter? Le défaut qu'il doit éviter, selon moi, c'est vivre au-delà de ses moyens. Je m'explique. L'industrie, très longtemps, a construit un imaginaire. Ça, c'est le vieux Ray Lema qui expliquait ça dans une interview que j'ai trouvée très bonne. Les gens confondent entre vedette, star et musicien. Ce sont trois choses différentes. Une vedette, même si elle chante faux, elle chante mal, mais elle a quelque chose, dans le sens, elle porte un habit, ça excite les gens la suivent. C'est une vedette, il n'y a rien à faire. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Une star, c'est peut-être le cas d'une femme comme Tracy Chapman, elle ne veut pas le vedettariat. Elle a fait ses albums, ça a le succès que ça a au niveau mondial, mais elle est dans son monde. Par contre, le musicien, ça, c'est celui qui n'a jamais de fin ou de pension. Le musicien apprend toujours le vrai. Donc, moi, je lui demanderais de ne pas vivre au-delà de ses moyens parce qu'en plus, il y a le vice du vedettariat, c'est celui de l'apparence. On a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui sont plus dans l'apparence que dans la substance. C'est ce que moi je lui conseillerais d'éviter. Quel instrument doit-il absolument maîtriser? Non, il n'est pas, ça c'est ma réponse à moi, il n'est pas obligé de maîtriser forcément un instrument en particulier. Si il a une belle voix, déjà, c'est un instrument. S'il n'a pas une belle voix, mais qu'il est par exemple ce qu'aujourd'hui on appelle un programmeur ou un beatmaker, qui se perfectionne dedans, créer des rythmes, créer des mélodies, mais ça fait partie de l'art, surtout de l'art actuel avec les nouvelles technologies. Donc qu'il donne le meilleur de soi dans le domaine là où il pense être le plus à l'aise. Mais par contre, s'il sait toucher un peu à tout, c'est encore mieux. Quelle collaboration doit-il absolument rechercher? La collaboration qu'il doit absolument rechercher, selon moi, doit être une collaboration, je dirais, pour éviter ce qu'on a tendance à appeler la monotonie que nous avons tous. Oui, même James Brown était monotone, même Mozart, il était monotone. La monotonie n'est pas mauvaise en soi. Moi, je suis partisan de la monotonie originale. Tant que c'est ma monotonie à moi, je m'en fous de vos critiques. C'est moi. Il n'y a personne qui sait faire mieux que moi. Eh oui, je le revendique. C'est ma monotonie à moi. Donc, qu'il puisse chercher à être lui dans ce qu'il fait. Qu'il collabore, Qu'il collabore avec lui-même. Qu'il collabore d'abord avec lui-même. Mais que dans cette collaboration avec lui-même, ça ne lui empêche pas de tourner ses horizons aussi vers les autres. Parce que la plus grande difficulté d'un artiste, des fois, c'est quoi? C'est qu'on peut être à court d'idées ou à la recherche des idées. Mais des idées, où est-ce qu'on les trouve? Chez l'autre. Moi, je peux même trouver des idées dans la musique chinoise, ça ne me dérange pas. Je te surprendrai, j'ai même... Dernièrement, on m'a fait écouter de la musique indienne. Je crois même que je vais chanter dedans. Je disais en introduction que vous étiez originaire du Congo, oui. Kinshasa. Oui. Est-ce que vous pourriez brièvement nous parler de ce pays? Quel est le Kinshasa que vous avez connu? C'est un pays très riche aussi humainement parlant, surtout culturellement parlant. Je n'aime pas parler de tribus, je n'aime pas parler d'ethnie vraiment, parce que tout ça sont des concepts qui viennent d'ailleurs, je suis désolé. Moi, je préfère utiliser un peu le terme que dans l'ancien royaume du Congo, on utilisait le terme Nkanda. Ils sont
des familles, où je considère que ce sont des écoles. Peut-être Bamileke, c'est une école pour moi. Baoulé, c'est une école pour moi. C'est pas une tribu, c'est pas une ethnie. Alors, au Congo, vous en avez énormément. Mais la Kinshasa que moi j'ai connue, c'était la Kinshasa de Wenge Musica, BCB G4x4 à l'époque. Avec JB, Wera, c'était Papa Wemba, bien sûr, Kofi, tous ces gens-là. Un peu taboulé parce que c'est quand même le chanteur préféré de ma maman, mais ça c'est les pionniers de l'époque. Et moi, j'ai toujours aimé être entouré des vieux. Moi, je suis une vieille âme. Les choses des vieux, ça m'a toujours intéressé, moi. Kinshasa est en effervescence parce qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a beaucoup de stars aussi qui évoluent. Mais il y a un hic quand même, c'est qu'on n'arrive toujours pas, selon moi, à capitaliser sur cette richesse artistique. C'est ça un peu le petit bémol que je vois. Vous êtes auteur de l'album Téléma, sorti en 2015, avec 11 titres. Quelle était l'empreinte musicale de cet album et comment ce projet est né? Le projet est né simplement parce que, un peu fou que je suis, tous les artistes doivent avoir un peu de folie. C'est très nécessaire d'être un peu fou, mais une bonne folie. J'adore les comédies musicales et j'en ai fait même avec les réfugiés en Italie, notamment en 2017-2018. Donc Téléma est né du problème des enfants qui travaillent dans les mines, notamment à l'est de mon pays, là où il y a la guerre depuis maintenant plus de 30 ans. Et donc c'était un album concept, un album humanitaire. C'était pas un album destiné vraiment au commerce, hein, non. Et j'ai voulu attirer l'attention des gens sur cette problématique-là. Et une association italienne m'a aidé pour pouvoir le faire sortir. Donc, Téléma qui veut dire debout. À propos de l'inspiration, comment arrive l'inspiration chez Valentin Mufila? Ça, c'est une question très difficile. Oui, je pourrais dire un peu de tout. Moi, il me suffit d'entrer dans un musée, même sur mon téléphone. Regardez par exemple les bronzes du Bénin, que j'adore. Pour moi, désolé, oui, je vis en Italie, c'est vrai, mais pour moi, les bronzes du Bénin, ça c'est moi. Hein. Ça vaut même pas mieux forcément, oui, mais aussi que Michel-Ange. Des œuvres pareilles, Je comprends pourquoi quand les Anglais sont arrivés au Bénin, ils disaient au départ que non, c'est pas impossible, c'est pas eux qui ont pu faire ça. C'est génial. Quand je regarde ça, moi, ça m'inspire. Mais je pense que l'inspiration chez moi me vient par la vision. Voilà. Quand je vois quelque chose, ça déclenche en moi directement un système de création. Et puis pour composer, je compose d'abord dans ma tête. Hein. J'entends les instruments, les voix. Alors quand je prends ma guitare, c'est juste pour ne pas oublier la mélodie que j'ai entendue. Et alors petit à petit maintenant, je commence à ajouter, j'en parle à mon producteur, je dis écoute, ah non, on peut ajouter ça, on peut ajouter ceci, on peut ajouter cela. Et c'est comme ça. Alors parlons-en de cet amour irréfutable que vous avez envers votre mère. Oui. En écoutant certaines de vos interprétations, c'est carrément une déclaration d'amour à chaque fois à l'endroit de votre maman. Et d'ailleurs, un titre de votre album est une ode aux mamans du monde entier. Vous chantez « Ta mère est une architecte ». Parlez-nous un peu de ce titre et surtout de cette relation si forte que vous avez avec votre maman. Bon, moi je dirais que déjà, je lui ressemble beaucoup. Dans mon premier album Téléma, la pochette, d'ailleurs, beaucoup de gens... C'est qui? On dirait ta mère? Non, c'est moi. C'est un compliment. Ça, c'est parmi les plus beaux compliments qu'on puisse me faire. Oui, parce que je trouve qu'elle m'a démontré qu'être mère, c'est le travail le plus compliqué au monde, mais aussi le plus merveilleux. Surtout lorsque vous arrivez à accomplir des grandes choses. Déjà porter un enfant 9 mois, comme elle nous a porté 8. Je suis le cadet, c'est déjà pas peu. Et puis les circonstances de la vie qui ne sont pas toujours faciles, mais malgré ça. Donc voilà, c'est une référence de vie. Et puis au niveau de la musique, c'est ma première fan. Quand oui, mes albums, même quand je dois des fois
aller faire des concerts. Non, mais j'aimerais que tu mettes cette tenue. Voilà, donc elle est entrée dedans. Je dis, mais oh, tu es devenu carrément mon manager, carrément. Donc, c'est ça. C'est ce qui est fantastique. Et oui, Minuit, qui est le titre dont vous faites allusion, bien qu'au départ, ça n'avait rien à voir avec elle, avec ma mère, mais ça avait plutôt à voir avec, je vais être sincère, un ancien amour, une copine à moi, une fiancée à moi, mais j'ai retravaillé le texte, voilà, j'ai retravaillé le texte, parce que ça peut arriver aussi, que vous puissiez faire une chanson qui au départ allait dans un certain sens, et puis vous la modifiez. Et c'est comme ça que j'ai introduit des choses concernant ma mère. Mais au départ, c'était pour une de mes anciennes fiancées. Voilà. On ne peut terminer cette interview sans que vous ne nous parliez de la reine de Saba, puisque vous lui avez consacré une chanson avec le titre Regina Makeba. Oui, déjà, j'aimerais quand même faire une précision. Je ne suis pas anthropologue ni historien, mais je suis un passionné d'histoire africaine, surtout l'ancienne, qui n'est pas vraiment étudiée dans nos écoles, pour dire même pas du tout. Parce que dans le système éducatif, encore aujourd'hui, on vient me dire « Ah, c'est un Portugais qui a découvert. » Tu as découvert quoi? Mes ancêtres se lavaient dedans. J'ai découvert quoi? C'est très bizarre. Alors, j'ai voulu lui rendre cet hommage parce que j'ai parmi mes grandes fans, des fans éthiopiennes. Mais j'ai toujours trouvé qu'elles ont un peu une certaine particularité en termes esthétiques. Voilà. Et je sais, d'après certains amis, que la fameuse reine de Saba, il ne faut pas aussi le prendre dans un sens totalement réel. Ça fait partie aussi des mythes. Mais l'idée du mythe me plaît parce qu'on dit derrière chaque mythe, il y a une portion de vérité. Donc j'ai voulu lui rendre cet hommage déjà, pas selon l'idée telle que par exemple un livre le raconte. Non, ici ça n'a vraiment rien à voir avec la religion. Ici c'est la beauté éthiopienne que j'exalte parce qu'on dit elle aurait été reine aussi du Yémen, parce que le Yémen et l'Éthiopie, on parle même du sabéisme. Donc en tant qu'artiste, j'ai voulu un peu fantasmer, j'ai le droit un peu de fantasmer, je fais que ça. Que l'on vous laisse votre part de rêve. Voilà, ça, surtout ça. D'accord. Voilà. On arrive à la question fatidique, Valentin. Pourquoi vous faites de la musique? Je fais de la musique, selon moi, d'abord pour me soigner moi-même et pour soigner les autres. Je crois que ce que je déteste par-dessus tout, c'est la trahison et le manque de sensibilité. Ça, c'est vraiment des choses que je n'aime pas. Je pense que je ne suis personne pour les juger ou leur donner des leçons. Je pense seulement que l'erreur que nous commettons des fois, c'est de ne pas mettre les choses dans leur contexte. Et aujourd'hui, je sais qu'il y en a de moins en moins parce qu'effectivement, les contextes ont changé. Mais à l'époque, il faut voir, est-ce que les contextes de l'époque ne permettaient peut-être pas cela pour un problème? On le sait, avec l'esclavage, on a perdu beaucoup de gens. On a risqué aussi d'être pratiquement de disparaître. Oh, ce qui me fait lever le matin, moi, c'est la vie. J'adore me lever avec un beau soleil, avec ma voix que je peux encore entendre. Quand je suis devant mon miroir, je regarde la vie, je me dis waouh, ouais, on m'a bien fait, je suis une belle créature. C'est aussi bien, non, des fois. Je suis pas narcissique, mais ouais. Bien sûr. Il y en a beaucoup, mais je vais seulement donner un ou deux exemples. Au Soudan antique, ou l'Égypte antique, comme on dit, la civilisation égypto-nubienne, j'ai appris de la part de mes amis anthropologues africains que on changeait souvent des capitales. On ne gardait jamais une capitale éternellement, parce qu'on regardait
le ciel, on regardait les positions du ciel, on regardait les différentes choses. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est très, très paresseux. On veut donner l'impression que la tradition est figée. La tradition n'est pas figée. Si c'était le cas, nos anciens héros, ceux de la civilisation égypto-nubienne, n'auraient rien changé. La condition de la femme, aujourd'hui, vous allez sacrifier les études d'une jeune fille ou bien lui dire, bon, ta vie, c'est seulement aller te marier à un vieillard. Non, plus elle est instruite pour elle-même et pour sa communauté, mieux c'est. Pas instruite forcément pour les autres, hein. D'abord pour elle-même. Donc là, moi, je crois qu'il faut changer. Ou l'excision, pardon. Désolé, j'ai beaucoup de respect pour toutes les religions, pour les croyances, mais je ne vois pas aujourd'hui l'importance avec tous les enjeux, même les maladies dont l'Afrique déjà fait face, je ne vois pas. Avant, oui, parce que c'était quand même un monde inconnu. Si je dis que je n'en ai plus peur, je mentirais. Mais je crois que je commence de plus en plus à l'accepter. Pourquoi? Parce que je ne vois plus la mort avec une image, permettez-moi, religieuse ou occidentale. Non. Maintenant, je suis en train de voir la mort avec l'image qu'avaient nos ancêtres. Un petit exemple. Pour nos ancêtres, le temps, c'est pas lundi, mardi, mercredi, jusqu'à dimanche, non? Le temps pour nos ancêtres, il est circulaire. Rien ne se perd, tout se transforme. Je meurs aujourd'hui, je renaîtrai demain. Oh, la chose la plus folle que j'ai faite par amour par amour, oui, moi j'ai fait pour mes fiancés, j'ai fait beaucoup de folie. Et ça, c'est normal. La femme, c'est l'inspiration, hein, pour beaucoup d'artistes, surtout pour moi. Hein, la femme reste une grande inspiration. De la vie, ça a été de me retrouver au Congo-Brazzaville, parti avec 500 € en poche, et une semaine après, me retrouver avec 10 € en poche. Ça, c'est la chose la plus folle que j'ai jamais faite. Oh oui, le bonheur existe, mais encore une fois, sans critiquer ou juger personne, le cinéma, c'est son rôle de faire rêver. Nous sommes des artistes, hein? Le cinéma, c'est de l'art. Donc La Belle au bois dormant, Roméo et Juliette, il faut faire rêver les gens, c'est pas mauvais. Malheureusement, les gens doivent comprendre que les rêves sont des rêves et la réalité est la réalité. C'est là où moi je suis un peu truc. Donc le bonheur existe dans le sens que pour moi, le bonheur stable et constant, il n'existe pas. Le bonheur pour moi, ce sont des instants. Quand votre fille, votre fils vous appelle papa avec ses yeux innocents, vient vous embrasser, c'est le bonheur. C'est des choses comme ça vous stimule à vivre, ce sont des instants. Mais c'est pas constant, c'est des instants. Être sur la scène, partager votre musique avec un public que vous ne connaissiez pas il y a 30 minutes et qui est fou de vous, à qui vous donnez de la joie, c'est ça le bonheur. Oui, je les comprends parce que moi aussi je l'ai fait à un moment, par ignorance et par mode. Autour de moi, je voyais les gens le faire. Surtout nous les artistes, à un moment on a souffert de ça, mais pas que moi. Hein. Vous savez, quand James Brown se faisait griller les cheveux, c'est pas qu'il le faisait par plaisir, c'est qu'à un moment, malheureusement, dans la société ségrégationniste américaine, pour trouver du travail, il fallait avoir les cheveux en bout. Mais aujourd'hui, des études démontrent que sur nos femmes, ça constitue même des causes de cancer. Donc je ne peux pas les juger, mais je peux seulement leur dire que informez-vous. À l'époque, vous n'aviez pas d'informations, comme moi, je n'en avais pas. Quand je me suis informé, heureusement, je me suis arrêté au bon moment parce qu'il y en a qui, vraiment aujourd'hui, ont des cancers de peau, c'est irrécupérable. Non, je me sens à l'aise, fier avec ma peau là, de chocolat, j'aime bien ça.
Les Africains sont parmi les causes aussi de l'appauvrissement de l'Afrique. Pour la simple et bonne raison, c'est que je trouve que c'est humain. Vous pouvez avoir une femme fantastique à côté de vous, mais vous ne savez pas lui donner de la valeur. Et ça arrive malheureusement dans beaucoup de couples. C'est la même chose avec la politique ou la société. Vous pouvez hériter d'un continent fantastique, d'un pays fantastique, mais vous ne savez pas lui donner de la valeur. Et je crois que nous aussi, c'est ça notre problème. Oui, il y a des acteurs externes, on ne va pas nier, mais ce n'est pas la cause unique. Il y a plusieurs causes. Et moi, je crois qu'il faut s'attaquer à notre responsabilité. Il y a un architecte burkinabé que j'adore actuellement, il s'appelle Francis Kéré. Il construit des villages au Burkina et des écoles avec de l'argile qu'il mélange avec très peu de ciment. Il a pourtant étudié ici en Allemagne. Mais il s'est dit, pourquoi je dois copier pour copier? Je dois adapter l'architecture africaine à nos réalités. Et pour ça, il n'y a pas de banque mondiale, je suis désolé. Il n'y a pas de FMI. L'argile, ça coûte quoi? On prend un village, on s'associe ensemble, on construit des maisons, on construit des écoles. Donc tout ça, on va me dire que ce n'est que la responsabilité de la colonisation. Non. Le problème, c'est que des gens comme Francis Kéré et beaucoup d'autres ne sont pas assez valorisés par nous-mêmes. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Valentin. Merci d'être venu. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci d'avoir participé à l'émission. Je vous remercie. Yele.